Alors, depuis que j'ai lancé cette chaîne, j'ai promis à tout le monde de sortir des vidéos dont l'objectif de permettre à ce que l'Ivoirien lambda puisse comprendre réellement ce qui se passe en politique. Qu'est-ce que c'est que la politique et comment est-ce que la politique est faite en réalité, mais surtout en Côte d'Ivoire. Alors, on me tague souvent d'être partisan, d'être du PDCI, PPACI, tous les partis politiques. Mais il y a quelque part d'aucuns qui reconnaissent quelque part ma neutralité, ma capacité à faire abstraction du parti pris pour expliquer réellement ce qui se passe. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais sans parti pris vous expliquer quel est le rôle, quel est le travail, mais surtout pour qui travaille le président de la Commission électorale indépendante. Alors, si vous êtes bien installé, c'est le moment de prendre une feuille si nécessaire, mais c'est parti. Alors, pour mieux comprendre pour qui le président de la Commission électorale indépendante travaille, il faut faire la genèse. Donc, c'est quoi la Commission électorale indépendante d'abord et qui est-il en réalité? Alors, pour ceux qui ne le savent pas, la Commission électorale indépendante naît au début des années 2000. Elle est créée dans l'objectif de créer une sorte de neutralité au sein de l'organisme censé organiser l'élection présidentielle, surtout en Côte d'Ivoire. C'est ainsi que le président Laurent Gbagbo va pousser à la création de la Commission électorale indépendante. Et depuis cet instant, la Constitution ivoirienne de 2000 mentionnait en son article 32, alinéa 4, l'existence de cette institution. Mais aujourd'hui, le président de la Commission électorale indépendante, c'est M. Ibrahim Coulibaly Kubier. Mais M. Ibrahim Coulibaly Kubier, qui est-il en réalité? Alors pour ne pas faire long, nous allons abréger son parcours professionnel, donc prendre début 2007 jusqu'à aujourd'hui. Alors entre 2007 et 2010, il est chef de cabinet du ministre Kone Mamadou, ministre de la Justice. Et dans cette même période, il participe avec Mme Naonou Perrine à l'opération des audiences foraines, dont l'objectif principal est de dresser la liste électorale pour l'élection présidentielle de 2010. En 2011, il est propulsé. Il devient membre de la Commission électorale indépendante, et ce, pour le Conseil de la magistrature. Et il travaille dans la zone de Yopougon, spécialement. En 2012, il est coopté, grâce à son expérience, par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, donc la CEDEAO, pour être leur observateur à l'élection présidentielle de 2012 au Sénégal. Il revient et en 2015, il intègre la Cour suprême où il devient le chef de cabinet encore de M. Kone Mamadou qui, à cette période-là, travaillait là-bas. Dans cette même année, le 24 mars, il devient par la suite secrétaire général du Conseil constitutionnel. Et par la suite, c'est le 3 juillet 2019 que tout bascule. À cette période-là, il y a un conseil de ministres qui se tient. Et depuis Dembocro, la décision est prise par décret. Il y a 15 nouvelles personnes au détriment des 17 d'habitude qui sont nommées suite à ce décret pour être les nouveaux membres permanents de la Commission électorale indépendante. Et c'est parmi ces personnes-là qu'il figure. Alors, le président de la République de Côte d'Ivoire, M. Alassane Dramane Ouattara, a nommé une personne en l'image de M. Kone Sourou. Le ministre de l'administration territoriale, qui à l'époque était M. Sidiki Diakité, a nommé également un représentant, qui était M. Ibrahim Bayo. Et l'opposition, le parti au pouvoir, la société civile ont nommé 12 personnes. Il restait une personne. Cette personne a été nommée par le Conseil supérieur de la magistrature. C'est M. Ibrahim Coulibaly Kubier. Alors que le groupe est constitué, le vendredi de la même semaine, ce groupe prête serment. Le lundi, il faut désormais élire le président. C'est en ce sens que M. Bayo, qui a été proposé par le ministre de l'administration territoriale, n'est pas présidentiable. De même que M. Sourou, qui a été nommé par le président de la République, n'est pas présidentiable. C'est en ce sens que la confrontation a lieu concrètement entre M. Coulibaly Kubier et Mme Yacobi Marguerite. M. Coulibaly Kubier gagne l'élection et devient donc le président de la Commission électorale indépendante avec 9 voix contre 6. C'est ainsi qu'il devient le président et prend les rênes de la Commission électorale indépendante. Alors, pour qui est-ce qu'il travaille concrètement? C'est la question principale que tous nous nous posons. Alors, pour pouvoir détecter pour qui est-ce qu'il travaille, il faut analyser ce qui est et ce qui devrait être. Alors, ce qui est, c'est quoi? C'est la loi. Alors, quelle est la fonction ou quel est le rôle de la Commission électorale indépendante à l'image de son président? Parce qu'il faut le signifier, le président de la Commission électorale indépendante n'est pas celui-là qui prend les décisions, unanimement ou unilatéralement. Il est suivi par des vice-présidents, des secrétaires avec lesquels il est obligé de travailler. Et c'est selon le consensus qui est trouvé, qui est l'image de la commission électorale. Le porte-parole même on dira quelque part, mais il ne travaille pas seul. Alors, quelle est la fonction de ce groupe? Pour pouvoir comprendre cela, on ne va pas deviner. Nous allons nous baser sur ça. C'est la loi portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la commission électorale indépendante. Et cette loi, elle précise tout. Ici, en l'article 2 de cette loi, il est clairement mentionné quelle est la fonction du président de la commission électorale. À l'image de cette commission,
selon l'article 2, la commission électorale indépendante est chargée de l'organisation, de la supervision et du contrôle du déroulement de toute opération électorale et référendaire dans le respect des lois et règlements en vigueur. C'est clair, on connaît donc la fonction, c'est-à-dire ce que la commission électorale est censée faire. C'est s'arranger à ce qu'il y ait élection ou référendum, mais surtout dans le respect strict de certaines conditions et en observant certains pas. Et dans l'alinéa second, qu'on pourrait qualifier de l'article 2, est cité en tirer toutes les obligations que devrait suivre la commission électorale indépendante pour la matérialisation d'une élection saine, censée répondre aux normes juridiques du pays, aussi bien pour les référendums également. Mais ici, la question qu'on se pose aussi, c'est est-ce que le président de la commission électorale indépendante ne peut pas permettre à ce que le président Laurent Gbagbo ou le président Charles Blé Goudé soient ensemble aujourd'hui sur la liste électorale, c'est-à-dire qu'ils deviennent éligibles. Alors à cette question, il faut se référer au code électoral. Alors le code électoral, il précise tout. Le code électoral, en son article 3, il est clair. Il dispose que sont électeurs les Ivoiriens des deux sexes et les personnes ayant acquis la nationalité ivoirienne, soit par naturalisation, soit par mariage, âgés de 18 ans accomplis, inscrits sur une liste électorale jouissant de leurs droits civils et politiques et ne se trouvant dans aucun des cas d'incapacité prévus par la loi. L'article va plus loin en précisant d'autres éléments. Mais allons à l'article 4 qui est beaucoup plus clair. Ici, l'article 4, il précise quelque chose qui est ce qu'on appelle l'inéligibilité, donc l'incapacité d'une personne qui était électeur à pouvoir se présenter ou élu à une élection. Alors, qu'est-ce que l'article 4 dit concrètement? Ne sont pas électeurs les individus frappés d'incapacité ou d'indignité notamment, les individus condamnés pour crime, les individus condamnés à une peine d'emprisonnement sans sursis pour vol, escroquerie, abus de confiance, détournement de deniers publics, faux et usage de faux, corruption et trafic d'influence, attentat aux mœurs, les faillis non réhabilités, les individus en état de contumace, les interdits, les individus auxquels les tribunaux ont interdit le droit de vote et, plus généralement, ceux pour lesquels les lois ont édicté cette interdiction. Alors lorsqu'on lit cet article du code électoral, il est clair qu'il y a certaines personnes qui sont éligibles et d'autres qui ne sont inéligibles. Et l'article 4 évoque la situation de M. Charles Blé Goudé et du président Laurent Gbagbo également. Mais qu'est-ce que la CEI peut faire face à ça? Est-ce qu'elle ne peut pas permettre à ce qu'ils deviennent candidats, donc qu'ils s'inscrivent sur la liste électorale? Alors pour répondre à cette question, l'article 3 de la loi portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la commission électorale indépendante est clair là-dessus. Elle dispose que la commission électorale indépendante veille à l'application du code électoral et des tests subséquents aussi bien par les autorités administratives que par les partis politiques, les membres de la société civile, les candidats et les électeurs. Ici, on comprend donc quel est le rôle ou quel est le comportement que devrait avoir la commission électorale indépendante à l'image de son président relativement à la situation face à laquelle tous nous sommes confrontés. En l'occurrence, la possibilité qu'a le président Laurent Gbagbo d'être inscrit sur la liste électorale, de même que le président Charles Blé Goudé. Est-ce que c'est la faute du président de la commission électorale indépendante si ces deux personnes ne sont pas sur la liste électorale? Non. Ce qui se passe en réalité, c'est qu'il y a deux options. La première, c'est qu'ils purgent leur peine pour être candidat en 2026. Leur peine, c'est de 20 ans. Alors, d'ici 2025, 20 ans, ce sera beaucoup trop loin. Donc, la première option doit être rayée. Ça ne leur permettra pas d'être sur la liste électorale en 2025. La seconde option, c'est qu'il faudrait qu'ils bénéficient d'une amnistie. Et l'amnistie ne peut être décrétée que par une seule personne, c'est le président de la République. Ainsi donc, s'il faudrait que ces deux personnes soient inscrites sur la liste électorale, cela ne ressortit pas de la compétence du président de la commission électorale indépendante, mais plutôt de celle du président de la République. Et comme le président Charles Blé Goudé le dit très facilement et très généralement, il faut comprendre que c'est une situation juridique qui leur est imposée. Mais cette situation juridique va trouver, comme il le dit toujours, une solution politique qui va la décanter. Il y a de l'autre côté également le fait que le président de la commission électorale indépendante participe à une organisation dont la base est frauduleuse. En fait, les Ivoiriens se disent que sur la liste électorale indépendante, il y a certaines personnes qui sont décédées, incapables de répondre à leurs droits de vote qui sont sur cette liste. Et ça participe à la fraude pour arranger un parti politique, en l'occurrence le RHDP. De l'autre côté, il y a le fait que, selon l'article 2 de la loi portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la commission électorale indépendante, dans l'alinéa second, comme il est mentionné, que la commission électorale indépendante organise la révision de la liste électorale chaque année. Mais le président de la commission électorale ne permet pas la matérialisation de cet élément.
Alors, il s'est rendu à l'Assemblée nationale pour, en prélude de l'événement qui aura lieu, qui sera déclenché le 19 octobre, c'est le lancement de la révision de la liste électorale, pour expliquer aux députés ce qui se passe en réalité. Et ce jour-là, il a répondu à toutes ces questions et bien plus. Il semblerait qu'il y ait des irrégularités sur la liste électorale. Certains les qualifient d'irrégularités, d'autres des anomalies. Mais le point commun à ces irrégularités réside dans la fraude. Et celle-ci concernerait 2 500 000, pour être précis, de nos concitoyens frauduleusement inscrits sur la liste électorale. Vous savez, et ce n'est pas à ces illustres personnalités que je vais dire que la fraude se caractérise par 2 éléments, l'acte matériel et l'acte intentionnel, que les latins appellent l'animus becandi, c'est-à-dire l'intention de faire mal, l'intention de frauder. Alors quand, parce qu'il y aurait eu une irrégularité, on la qualifie de frauduleuse, il y a un bien grand pas qui est franchi. C'est pour cette raison que le législateur que vous êtes, pour annuler une élection, dit qu'il faut qu'il y ait des irrégularités de nature à entacher la sincérité du scrutin. De sorte que, à interpréter cette disposition, il en ressort que toutes les irrégularités n'emportent pas annulation, sauf celles qui entachent la sincérité. Alors, il me viendra donc l'envie de vous prier de bien vouloir donner l'intention de frauder la loi qui résulterait de l'inscription frauduleuse de cette personne sur la liste électorale à l'occasion de la révision qui nous est offerte bientôt du 19 octobre au 10 novembre. Ce faisant, la commission, les bras ouverts, va vous accueillir et en échange, on aura l'occasion de déterminer toutes ces personnes qui sont frauduleusement inscrites sur la liste électorale. Mais en dehors de cela, ce serait prétentieux de la part de la commission électorale, de son propre mouvement, comme on le dirait, de proprio mutu, de mettre fin à l'inscription de ces personnes sans que preuve ne soit rapportée. Donc, il faut que vous rapportiez la preuve que ces personnes sont inscrites frauduleusement sur la liste électorale. Nous nous sommes retrouvés à l'Atri Events. En ce lieu, les préoccupations du PDCI et de tous ces partis politiques ont été passées en revue. Ainsi donc, sur les 4201 électeurs présumés centenaires sur la liste électorale, 4001 disposaient d'un dossier dans la base de données de la commission électorale indépendante au site central, comprenant soit le numéro de l'ancienne CNI, soit le NNI de la nouvelle carte d'identité, ou les deux. En définitive, et je l'avais dit, il en est donc resté 200 électeurs présumés centenaires sur la liste électorale. Mais alors, voilà ce qui est de l'aspect technique. Mais venons maintenant à l'aspect juridique. Est-il interdit à un centenaire de voter? Non. C'est un mort qu'il est interdit de voter parce que par sa mort, il cesse d'être une personnalité juridique. Mais un centenaire, il peut voter. Si vous avez la preuve qu'il est centenaire, il peut voter. Alors, si vous confondez le centenaire au décédé, mais cette confusion est fâcheuse. Parce qu'il n'est pas interdit à un centenaire de voter. Alors si vous avez trouvé des centenaires là-dessus, mais c'est bien heureux la Côte d'Ivoire d'avoir des centenaires. Où est le mal? Où est ce qui contrarie la loi? La loi dit qu'il faut avoir 18 ans pour être électeur. La loi n'a jamais dit qu'il est interdit à un centenaire d'être électeur. Alors si vous avez la preuve qu'il y a des centenaires, il n'y a pas de raison de vous affoler. C'est une longévité dont fait preuve la Côte d'Ivoire. Et c'est tout à notre honneur. Maintenant, si vous considérez que ce ne sont pas des centenaires et que cet âge est frauduleux, il faut en rapporter la preuve. Car c'est cela le débat démocratique. Pour rapporter la preuve, vous venez avec des pièces justificatives, comme le dit l'article 12 du Code électoral. Lorsque vous demandez la radiation de quelqu'un, il faut justifier par une requête motivée, avec des pièces justificatives de ce que vous alléguez. Alors sinon, ce serait fâcheux. Et c'est vous qui, représentant de la nation, qui allez reprocher à la commission électorale indépendante de radier à tour de bras des honnêtes citoyens qui sont inscrits sur la liste électorale sur la base de simples rumeurs. Chose que je ne saurais endosser. Donc je vous attends au contentieux. Dès que vous avez la preuve, faites-les-moi parvenir et nous en tirerons les conséquences. Ensuite, on dit que la fraude sur la nationalité, le mercénariat, des personnes qui sont décédées. Alors, pour les personnes qui sont décédées, vous savez, en 2010, par le passé, l'inscription de la liste électorale se faisait sur la base de ce qu'on appelle les données alphanumériques. C'est-à-dire, le citoyen venait, il disait son nom sur la base des documents qu'il produisait, le nom, prénom, l'âge, le lieu de naissance, son genre, sa filiation, son domicile, ainsi de suite, sa profession. Mais quand on a été confronté à cette situation qui faisait qu'il y avait des personnes qui étaient décédées, qui sont décédées sur la liste électorale, alors on a eu recours à ce qu'on appelle la biométrie. La biométrie, et vous allez le voir dans l'article 7 du Code électoral, dans ces dernières dispositions, dit, en plus des données alphanumériques, on va solliciter du requérant une photo et l'empreinte digitale de ses 10 doigts.
Ce sont ces deux bases de données qui constituent l'élément d'identification du citoyen. Et il nous a été rapporté, techniquement parlant, que le citoyen, l'être humain, détient des empreintes digitales uniques, l'un ne pouvant se confondre à l'autre, jusqu'à preuve du contraire. Voilà pourquoi quand on prend votre photo, en réalité, ce n'est pas seulement le faciès, mais il y a également l'iris. Et en plus, les empreintes digitales. Ce faisant, celui qui a cessé d'être un être juridique parce que décédé est parti donc avec ses empreintes digitales, puisque la base des données est composée aussi bien de la biométrie que de l'alphanumérique. Il est parti définitivement avec ces données, personne ne pouvant donc se substituer à lui, en principe. Et c'est pour cette raison qu'il y a la tablette. Même si l'usage de la tablette fait l'objet des débats. On reviendra là-dessus si vous le permettez. Donc voilà la situation des personnes décédées. En principe, aisément j'aurais dit, pourquoi ne pas laisser les morts là où ils sont? Mais quand les morts survivent à la mort frauduleusement, il est bon, avec vous, je suis d'accord avec vous, qu'on s'interroge sur leur action. Parce que quand on est mort, on cesse d'être une personnalité juridique. Et ce faisant, on n'a plus d'attributs humains. Or, le vote fait partie des attributs juridiques des humains. Comment se fait-il que quelqu'un qui est mort puisse voter? Alors, conscient de cela, nous avons, à la suite des observations pertinentes faites par les partis politiques, saisi le corps préfectoral à l'occasion d'un séminaire qui s'est tenu à Yamoussoukro, il n'y a pas longtemps, où ensemble, nous avons plus ou moins trouvé des éléments de réponse. La question qui était posée à ce séminaire est celle-là. Pourquoi vous ne nous donnez pas la liste des personnes qui sont décédées à l'occasion de la révision de la liste électorale? Parce que, il vous souvient qu'à l'occasion de cette opération, nous écrivons au ministère de l'Intérieur, détenteur du fichier de l'état civil, de nous donner la liste de toutes les personnes qui sont décédées. Alors pourquoi vous ne le faites pas? Ils ont argué de ce que, soit les déclarations de décès n'étaient pas faites, soit quand le décès était constaté par l'officier de l'état civil, les registres mal tenus qu'ils étaient, et je conviens avec Maître Blessy, empêchaient les officiers de l'état civil de les mettre à nos dispositions. Alors, quelles sont les solutions que nous pourrions avoir? C'est ainsi que les officiers, ce jour-là, nous ont fait état des difficultés, des obstacles qui pourraient être levés en nous donnant des solutions. Et ensemble, nous avons convenu de saisir, parce que ces solutions engendreraient bien entendu des dépenses, nous avons saisi le gouvernement. Le gouvernement a fait droit à notre requête. C'est ainsi que nous avons sollicité une structure qu'on appelle Unitech, qui par le passé avait participé aux audiences foraines et avait déjà entrepris une telle mission sur le terrain. Et nous nous sommes assis avec le corps préfectoral pour déterminer les modalités, pour identifier les personnes qui sont décédées et les sortir de la liste électorale. Le mode opératoire, il est le suivant. Dans chaque circonscription, cette structure, sous la tutelle bien entendu du ministère de l'Intérieur, va afficher la liste électorale par circonscription. Et il appartiendra aux citoyens de venir consulter cette liste électorale, même dans les villages, c'est-à-dire dans les lieux de vote. On va afficher et on va exhorter la population à venir regarder sur cette liste les parents qui sont décédés. Si vous dites que M. Tantampion est décédé, on ne va pas exiger de vous les pièces administratives requises par la loi, puisqu'il s'agit pour nous de rechercher un acte qui va suppléer à cet acte de décès. Alors, un fait par une coupure de journaux, c'est un commencement d'exécution qui vont permettre donc à l'officier de l'état civil d'avoir déjà la preuve que la personne est décédée, appuyée bien entendu par cela d'un témoignage qu'on appelle la preuve testimoniale. Et cet ensemble de documents est mis à la disposition du sous-préfet, de l'officier de l'état civil, agent de l'État, qui va saisir les juridictions à ses frais pour demander ce qu'on appelle un jugement suppléant l'acte de décès qui aurait dû être fait depuis longtemps. Et c'est à l'issue de ce jugement que nous allons procéder à la confrontation de la liste des personnes ainsi constatées décédées d'avec la liste électorale pour en extirper ceux qui ne méritaient plus d'être sur la liste électorale. Voilà ce que nous allons faire cette année. La liste électorale n'est pas annuellement révisée. Mais nous,
on n'a vraiment pas de problème au niveau de la révision annuelle. Mais je l'ai dit dans certaines de nos interventions précédentes qu'il faut faire une application intelligente de la loi. Ce n'est pas parce que la loi dit de faire qu'il faut faire sans tenir compte de l'objectif que le législateur a prévu. Parce qu'il y a la loi à travers le texte et il y a la loi à travers l'esprit. L'objectif du législateur, c'est d'avoir le maximum de citoyens sur la liste électorale. Conscient de cela, le législateur lui-même il dit, bien qu'il le dise à l'article 6, la liste électorale est un document qui doit être mis à jour annuellement, mais il dit quoi à l'article 11? L'établissement de la période de la liste électorale ainsi que ses modalités d'application sont déterminées par un décret pris en Conseil des ministres sur proposition de la Commission électorale indépendante. Ça veut dire que la Commission elle-même a un pouvoir d'appréciation quant à la détermination de l'exécution de cette loi. Et cette application nous permet d'être plus ingénieux, plus inventifs. Et c'est pour cette raison que nous exhortons la population à la sensibilisation. Voilà tout le sens. Mais nous n'avons jamais dit que nous n'allons jamais enrôler un citoyen, même s'il est seul. Voyez-vous, je vais vous donner l'évolution de la révision de la liste électorale. En 2010, nous avons eu, après la refonte, 5 725 000 personnes inscrites sur la liste électorale. Mais de 2010, ce n'est que 5 ans après, ça c'était avant la commission électorale indépendante de M. Cubière. 2015, on vient faire la révision de la liste électorale et on a eu 574 000. 5 ans après. Ensuite, en 2016, voulant respecter le principe dont parle Maître Blessy et puis le professeur Oulaye, mais vous savez combien on a eu? De 574 000 personnes, on a eu 139 000 personnes. C'est-à-dire quand les deux révisions se suivent, 2015-2016, des 500, on est tombé à 139. Et par la suite, on fait une pause, on sensibilise. En 2018, on retrouve 277 000. En 2020, quand nous prenons les rênes de la commission électorale indépendante, avec la sensibilisation à outrance, on a 908 000 pour la première fois. On a autant de citoyens inscrits sur la liste électorale. Alors qu'est-ce qu'on s'est dit? En organe responsable, on s'est dit, mais certainement que nos parents ne sont pas au courant de ce qu'ils doivent s'inscrire sur la liste électorale. Et pour ce faire, il faut les sensibiliser. Donc nous donnons la possibilité à nos citoyens d'être sensibilisés. Mais s'il y a un engouement, mesdames et messieurs, je voudrais vous rassurer, s'il y a un engouement, mais on n'a jamais fait de révision de la liste électorale dans le délai que nous déterminons. Il y a toujours une prorogation chaque fois qu'on constate qu'il y a un engouement. Je vous ai dit, commençons déjà. S'il y a un engouement, on ouvrira les vannes pour permettre à nos concitoyens de s'inscrire sur la liste électorale. Nous ne sommes pas opposés à cela. Parce que le sens de la démocratie, c'est la participation du peuple. Parce que le peuple s'exprime de deux façons. Soit directement par la voie du référendum, soit indirectement par ses représentants élus par la voie de l'élection. Donc il ne peut pas avoir d'élection s'il n'y a pas d'électeurs. Donc pour nous, avoir les citoyens sur la liste électorale est un impératif. Donc on ne saurait s'opposer. Ce ne sont que des modalités pour atteindre cet objectif qui justifient que nous prenions peut-être le temps. Mais, je vous l'ai dit, quand on ne fait pas la révision chaque année, ça ne cause préjudice, ça ne cause pas préjudice particulièrement à quelqu'un. C'est tout le monde. À vous entendre parler, j'ai l'impression qu'on ne fait pas la révision pour X contre X. Pour nous, même si ce n'est pas lié à l'engouement, c'est vous les mêmes qui alliez dit ici. Mais vous voyez bien que ça ne rapporte pas. Mais je vous ai déjà dit, même quand je parle de l'engouement, je n'ai pas dit que l'engouement est un obstacle. Mais je dis que l'engouement est la détermination de notre mécanisme sur le terrain. Vous voyez, cette année, nous avons pris 12 000 lieux d'enrôlement. Ce qui n'était pas le cas par le passé. C'était moins que cela. Mais chaque fois que nous envisageons d'aller vers la population et nous constatons qu'il y a un engouement, mais nous augmentons. Et puis, sur cette question pour terminer, mesdames et messieurs, je vous l'ai dit tout à l'heure, la commission électorale ouvre ses guichets dans 12 000 bureaux de vote, bureaux d'enrôlement. Et chaque guichet peut enrôler au minimum 50 personnes. Et quand vous enrôlez 50 personnes en 23 jours, c'est 13 millions de personnes que vous avez. Or, aujourd'hui, nous avons à rechercher 4 500 000 personnes. Vous voyez, on va au-delà. Mais en sortie de tout cela, qu'est-ce qu'il faut comprendre concrètement? Parce que je vous ai fait la promesse de vous aider à comprendre la politique.
Alors ici, ce qui se passe, c'est simple. Nous sommes confrontés à la politisation d'un sujet juridique qui aujourd'hui est poussé par une main qui est celle de l'opposition. Et d'aucuns diront, les spécialistes de la communication politique, diront que nous sommes confrontés à une stratégie de communication. En fait, ce qui se passe, c'est que l'opposition, à l'image de certains partis politiques, veulent faire endosser la responsabilité juridique d'un acte qui n'a rien à voir avec la commission électorale indépendante à cette commission. En fait, il s'agit de ce qu'on appelle la fenêtre d'Overton. La fenêtre d'Overton est une stratégie dont l'objectif est de tâter le terrain. Et ça a été appliqué avec le wobbyisme, c'est-à-dire le phénomène des wobbies, pour pouvoir permettre à la société ou l'espace dans lequel on se trouve, la population, d'admettre une réalité qui préalablement n'était pas admise dans son esprit. En fait, on veut commencer dès cet instant à mettre dans l'esprit des Ivoiriens que s'il y a un problème face auquel nous sommes confrontés et qui est en rapport avec l'élection présidentielle de 2025, immédiatement, il faut regarder la commission électorale indépendante comme étant la première personnalité à la base de ce problème. Alors, il faut ressortir de tout cela. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre du recul relativement à toutes les sorties, tous les propos d'hommes politiques. Aujourd'hui, la politique, il faut la comprendre. C'est un jeu. C'est un jeu au cours duquel on lance des pics. C'est un jeu au cours duquel on séduit. C'est une stratégie qui est déployée. L'objectif, c'est d'avoir le maximum de personnes avec soi. Et lorsqu'il s'agit des partis politiques, c'est de gagner le pouvoir d'État. Donc, il faut appliquer toutes les méthodes. Et c'est celle-là face à laquelle nous sommes confrontés. Lorsqu'un homme politique, qu'il soit maire, député, ministre, même le président de la République, à chacune de ses sorties, il faut prendre du recul, écouter, réécouter ce qu'il a dit, voir la possibilité de matérialiser ce qu'il dit et comment est-ce que ça devrait être d'un point de vue juridique et comment est-ce que ça est réellement, pragmatiquement parlant. Donc, tous les sujets qui concernent le président de la commission électorale et qui ont tendance à dire qu'il est à même de permettre à ce que ces deux personnalités soient sur la liste électorale sont des sujets populaires qui ont tendance à enflammer. Dans la réalité, voici ce qui se passe et voici ce qui est. Likez la vidéo, vous abonnez si ce n'est pas encore fait, mais surtout partagez afin que plusieurs personnes puissent comprendre en réalité face à quel problème nous sommes confrontés et quelle est la méthode qu'il faut appliquer pour pouvoir sortir de ce problème et comprendre en réalité ce qui se passe. Donc d'ici là, portez-vous bien et on se dit à très bientôt.